en sauvegarde supplémentaire. Voilà, je vous remercie. On est toujours en 2019. Hein. Bonne année à tous pour ceux qui nous rejoignent pour ce premier direct. Il y en a eu d'autres entre-temps, mais sait-on jamais. Je suis en compagnie de Floriane Krebs. Bonjour. Bonjour Didier. Voilà, donc on va aujourd'hui parler littérature avec... on dit autrice aussi, hein, mais elle préfère auteur, je t'avais demandé. Auteur, oui. Floriane, ou écrivaine ou auteur, oui. Écrivaine ou auteur. Tu préfères auteur, écrivaine, hein, Oui, et pas voilà. autrice. Voilà. Oui. Bon, sachez-le, les deux sont usités. On va parler en fait des livres de Floriane Krebs parce que j'en ai entendu parler par le biais de Annie Touron, une coiffeuse énergéticienne qui viendra et qui sera interviewée vers le 21 janvier, je crois. 21, c'est je crois. Le 21 janvier, elle sera au D-Studio aussi pour répondre à toutes les questions de ceux qui se posent, en fait. Ça peut paraître curieux, mais la coiffure énergétique existe. Et il y a une certaine façon que j'ai pu tester. Et puis, en fait, voir quelqu'un se faire couper les tifs par Annie Touron, c'est très, très intéressant. C'est quelque chose qui va, à mon avis, vous exalter. Aujourd'hui, on parle donc littérature à Floriane Krebs, auteur depuis... Eh ben, le premier livre à 21 ans. À 21 ans. Après, il y a eu une grande coupure de 17 ans et puis c'est reparti depuis 2015. Alors, comment a démarré pour toi cette passion pour la littérature? Est-ce que tu as commencé par lire toi-même? Est-ce que tu as été passionné avant de te mettre à l'écriture? Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, bien sûr. Ben, disons que j'ai lu très tôt La Comtesse de Ségur pour commencer, puis plein de livres. J'adorais lire. Et vers 10 ans environ, mon objectif était d'être écrivaine. À 10 ans déjà? À 10 ans, à 9-10 ans, voilà, c'était mon idée. Donc, je suis partie dans des études classiques, français, latin, grec. Et puis, un événement grave est arrivé quand j'avais 12 ans. La maladie de mon frère due à une intoxication par un médicament. Pendant 9 mois, beaucoup d'examens, beaucoup de souffrances. Son décès, donc, au bout de 9 mois. Et c'est surtout, je pense, le chagrin de ma mère qui m'a amené à vouloir réparer, à vouloir m'engager dans essayer de la rendre heureuse malgré tout, sans que ça ait bien marché. Mais du coup, à 14 ans, j'ai décidé de m'orienter sur la médecine. Donc tout ce qui est médecine alternative, je Alors suppose. au départ, pas forcément, parce que pendant 7 ans d'études, le mot homéopathie, par exemple, n'a pas été prononcé une seule fois. Et donc, après 2 ans de médecine à l'île de la Réunion, là, c'est là que j'ai appris à faire les accouchements parce qu'en métropole, c'est pas possible quand on est généraliste. Et là-bas, j'ai eu l'occasion d'en faire des centaines. Et je m'installe donc en 73, il y a quelques années. L'année de ma naissance. Voilà, une bonne année à Valréas. Et je fais quand même 1 an d'allopathie. Mais au bout d'1 an, je m'aperçois que j'ai pas l'impression de guérir les gens. J'ai l'impression que leurs symptômes reviennent, qu'on camoufle les choses. Et donc à chaque fois, c'est un cache-misère, un pansement sur une jambe de bois. C'est ça. Ça vous convient pas? Pas du tout. Et bon, mon passé d'adolescente ressurgit et je m'inscris à des études par correspondance d'homéopathie en même temps que je travaille. Au bout de 3 ans, je passe mon diplôme d'homéopathe. Et là, en 1 an, disons que toute ma clientèle, je l'oriente vers les médecines énergétiques. Donc, je fais pas que l'homéopathie, les élixirs floraux. J'ai fait pas mal de stages et de formations de diverses thérapies énergétiques. Et je suis fascinée par les accouchements. À l'époque, dans ce petit village, il n'y avait pas de gynécologue, donc c'était les médecins qui accouchaient leurs patientes. Et souvent à domicile? Au début, non, pas du tout. Non. Il y en avait une en Ardèche qui le faisait, mais enfin, dans le coin, ça ne se faisait pas du tout. Et un beau jour, il y en a une qui me demande à faire la méthode Le Boyer à l'hôpital. Et puis, peu de temps après, il y a une personne qui me demande d'accoucher à domicile. Et là, j'ai pris le virus tout de suite parce que quand on accouche à l'hôpital, ma foi, c'est la sage-femme qui s'occupe de toute la période avant l'accouchement. On est là que pour sortir le bébé, enfin, qui sort tout seul, heureusement souvent. Et puis elle s'occupe à nouveau du bébé, donc c'est très frustrant quand on est passionné par ce sujet. Et là, à domicile, je fais tout le suivi, bien sûr, les préparations pendant tous les mois de la grossesse, orientées vers l'accouchement à domicile pour celles qui le désirent.
Et puis là, j'accompagne la phase la plus importante de l'accouchement. Je pense que c'est avant la naissance parce que c'est la période la plus difficile pour la maman. C'est douloureux, donc je l'aide en lui faisant faire des sons, en la mettant en baignoire d'eau chaude, plein de choses qui permettent justement que ça devienne un très bon souvenir. Et j'ai eu l'occasion, sur 25 ans, de faire environ 500 accouchements à domicile. Ah, quand même, pas rien. Par cette période-là, j'ai eu envie d'écrire mon expérience, une autobiographie vraiment avec que des cas que j'avais vécus. Et à un moment, j'essaye d'écrire et j'écris 3 chapitres, le style est très lourd, ça me plaît pas du tout. Ben, je me dis, je l'écrirai plus tard à la retraite, parce que c'est vrai que le Conseil de l'Ordre m'avait pas la bonne, même si je restais dans la légalité. J'ai été convoquée quelques fois. Ah, déjà, vous tirez les oreilles. Oui, ça plaisait pas. Et encore, c'était moins difficile que plus tard, puisque sur le plan juridique, ça devient vraiment très compliqué. Aujourd'hui, oui, parler de soins, c'est une chasse aux sorcières. Hein. Voilà. Et puis, peu de temps après, je me disais, je ne ferai pas tout de suite. Tout à coup, j'ai eu une envie d'écrire ce livre. C'était irrésistible et il s'est écrit tout seul, d'une façon très légère, très agréable. En moins d'un mois, j'ai écrit mon livre. Alors, intuitif, je ne le savais pas à ce moment-là. Hein. J'ai mis 2 ou 3 livres avant de comprendre comment j'écrivais. Donc là, voilà, je ne sais pas si on peut le montrer. Oui, bien sûr. Voilà, donc ça, c'est ce livre qui est sorti en 1997. Ça, c'est le tout premier livre. Alors, attendez, je vais prendre ici. Alors, je me permets de le récupérer ici. Voilà, donc, ça c'est le tout premier livre. C'est votre toute première œuvre. C'est mon tout premier livre en 97. Il y a même des photos d'accouchement. Dont je sais pas, on peut montrer ça? Oui, bien sûr. Voilà, des photos d'accouchement, dont une photo vraiment très rare, je pense. Alors là, voilà. C'est ça. Voilà. Ça, c'est un bébé qui naît dans sa poche des os. Oui. Et ça, c'est d'autant plus rare que, déjà, à l'hôpital, on perce la poche des os. Oui. Et souvent, quand la maman pousse, même si on n'a pas rompu la poche, elles seront toutes seules. C'est très rare que le bébé sorte coiffé. Alors, il y a une sorte de mythe autour de cette poche. Les enfants qui seraient nés avec la poche intacte auraient un don, seraient venus un peu comme... Alors, je ne sais pas si je sais pas si c'est un don, mais on dit que ça porte chance. Et moi, je l'interprète de cette manière-là, c'est-à-dire que la tête est protégée par la poche. Il y a beaucoup de pression sur ce crâne, les os sont obligés de se chevaucher pour descendre, c'est à tout le monde. Et là, c'est plus en douceur, ça, à mon avis, c'est moins traumatisant parce que il y a quand même cette protection d'être dans la poche des os. Voilà, je pense que ça vient de là. Voilà. Alors là, on reste dans le domaine médical, mais déjà, il y a un versant, on sent qu'on glisse peut-être vers un questionnement déjà plus intérieur, en se disant, hein, vous le dites déjà, tu le dis déjà, Floriane, elle m'autorise à la tutoyer. Oui. C'est très gentil à toi, merci. Docteur Floriane Krebs, la doctoresse, en fait, en place, à ce moment-là, vous dites, je soigne les gens, mais ils reviennent, ça te convient pas. Oui. Et tu te dis, je vais aller un peu plus loin. D'où cette démarche d'écrire aussi cette expérience. Juste une petite chose à ajouter pour ce livre-là. Oui. Je donne pas mal de ficelles sur le lien à l'enfant dès le début de la grossesse, tout lui expliquer, des tas de choses pendant l'accouchement, pendant l'allaitement, etc. Mais il y a quand même 2 choses qui sont assez personnelles que j'ai découvertes pendant l'application de ces pratiques, parce que moi j'étais pas accoucheuse, c'est les femmes qui accouchent, j'étais accompagnatrice d'accouchement. J'avais trouvé un remède à base d'élixir floraux qui limitait énormément les saignements pendant l'accouchement. D'accord. Donc c'est une économie d'énergie importante, et ça c'est le seul remède que je donnais systématiquement déjà au dernier mois de la grossesse, pendant l'accouchement, pendant la délivrance. Donc ça, j'explique tout ça. Et puis j'ai découvert, alors là, intuitivement, ça je sais, un remède homéopathique qui diminue énormément les contractions pathologiques au cours de la grossesse, quand les femmes ont un col qui commence à s'effacer, à se recouvrir. Le repos est important, mais avec ces granules-là, en général, ça permet de remplacer la chimie. Voilà, donc ça, ce livre-là, par contre... Et ça, c'est quelque chose que tu as vraiment expérimenté, et donc tu as vu des résultats concrets. Oui, plusieurs fois, plusieurs dizaines de fois, oui. Alors, ce livre-là, par contre, n'est plus commercialisé, mais les gens peuvent se le procurer en s'adressant directement à moi.
D'accord. Voilà, donc ça, et pour ça, floriankrebs.fr. Voilà, sur le site internet. Qui vient d'être créé, floriankrebs.fr. Voilà, qui est tout neuf. Donc, si vous voulez le découvrir, c'est l'occasion. Et il y a un lien pour me contacter. Et il y a un lien pour te contacter. Voilà. À la bonne heure. Donc ça a été en 1997. C'est le tout premier livre qui déjà te donne en fait le ton sur le fait que tu es, entre guillemets, la médecine allopathique. Tu ne la refutes pas du tout, on est bien d'accord. Ça m'est arrivé de l'utiliser quand même. Bien sûr, évidemment. Mais par la suite, tu t'es dit, il y a autre chose qui permet de soigner autrement. Je pense que les deux médecins, pas les deux médecines, parce qu'il y a énormément de médecine énergétique, mais associée à la médecine chimique quand c'est nécessaire, quand c'est urgent, ça ferait bon ménage. Bien sûr. Mais seulement ça éviterait des excès ou les intoxications à la chimie quand on peut faire autrement. Et quelquefois, avec les médecines énergétiques, on peut agir très vite. Et j'ai vu des efficacités en secondes, dans certains cas. Donc c'est une médecine très efficace, mais très pointue. Et là, c'est vrai que peut-être un peu d'intuition est nécessaire pour bien appliquer le bon remède. Alors ça a été le premier livre en 97, et par la suite, moi, et c'est les livres donc que j'ai découvert chez Annie Touron, j'étais en attente dans la salle d'attente en fait, dans son salon, chez elle en train de lire, et elle me propose donc de lire, elle me dit c'est intéressant, les livres du docteur Florian Krebs, lis un petit peu, etc. Et c'est vrai que j'ai lu un petit peu en travers, j'ai eu pas mal de temps pour lire quelques introductions. Et alors, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à la suite? On voit quelques couvertures derrière nous. Certaines éditions ont changé de couverture, mais vous le découvrirez sur le nouveau site fraîchement créé de Florian Krebs pour vous mettre à la page. C'est disponible sur Amazon, à la Fnac. De partout. Chapitre, Apple, tout. Dans toutes les bonnes librairies. Et même dans les librairies normales, on peut le commander partout, puisque c'est distribué par le réseau Hachette. D'accord, par la maison d'édition Hachette. Très grande maison d'édition. C'est pas mon éditeur, mais c'est mon réseau de distribution. D'accord. Parce que mon éditeur, c'est Bookelis. Bookelis. Alors, le rendez-vous des Lucioles, qui est un... Comment on peut appeler ça? Est-ce que ce sont des romans initiatiques? Est-ce que ce sont des histoires relatées réelles? Qu'est-ce que c'est en fait, en réalité? Alors, donc... Ce qui est très curieux, c'est la façon dont ils se sont écrits, ces livres. Oui. En particulier celui-là, Le Rendez-vous des Lucioles. Je n'avais aucun projet d'écrire un livre à ce moment-là. C'était pas prémédité en tout cas. Pas du tout, jusqu'à la veille. Ça faisait 2 ans que j'étais passionnée par un sujet précis, les expériences de mort imminente. Et donc j'avais écumé les vidéos, les films, les livres, les documentaires, les témoignages. Mais ça me passionnait, je me disais, c'est pour mon intérêt personnel, pour satisfaire ma curiosité, parce que je trouve que c'est un sujet enthousiasmant, rassurant, qui fait du bien à tout le monde. Qui donne beaucoup de clés, en effet. Ouais. Et le fait que ça a été vécu par des millions de personnes, diffuser témoignages, des dizaines de milliers de témoignages qui disent tous à peu près la même chose, c'est quand même très rationnel. Et donc je pars en voyage au Mexique, pour un circuit de 9 jours, et après 9 jours de repos à la plage à Tulum. Et le premier jour de repos à Tulum, alors j'avais prévu d'emmener un cahier blanc. Je ne savais pas pourquoi. Peut-être pour écrire des poèmes, j'en avais déjà écrit. C'était juste mon idée. Une espèce de pense-bête. Voilà, un bon cahier blanc. Et le premier jour où je me pose à la plage, me vient le plan d'un texte. Je ne savais même pas que c'était un livre, mais il me vient tout le plan, tous les chapitres sur ce sujet des expériences de mort imminente, mais pas pour refaire à nouveau un livre comme il a déjà été fait. Et je découvre au fur et à mesure ce qu'il en est, c'est-à-dire que je présente ce que c'est que l'expérience de mort imminente, je présente plusieurs sujets, je parle un peu des sujets qui me tiennent à cœur, les vaccins, l'aluminium, les ondes, enfin plein de sujets variés. Et puis, il vient 7 chapitres qui sont chacun les 7 qualités, les 7 comportements qu'on a à adopter dans la vie pour évoluer, pour remplir un petit peu le programme qu'on ne se rappelle pas, mais qu'on a tous prévu au moment de l'incarnation. Donc ça, c'est les 7 chapitres importants que je développe. Alors 7 chapitres, et pas les 7 péchés capitaux, à ne pas confondre. Non, c'est les 7 comportements qu'on a à avoir. Alors c'est vrai que quand je les cite, j'en oublie toujours un et pas toujours le même. Donc je vais reprendre. Donc il y a aimer, bien sûr. Et aimer, ce terme d'amour,
comme Dieu, comme ange. Je trouve que c'est des termes qui ont été tellement galvaudés qu'on ne sait plus de quoi on parle. Donc aimer, j'aime bien le remplacer maintenant par le thème respect bienveillant. Respect bienveillant. Parce que pour moi, il n'y a pas d'amour sans respect. Si quelqu'un dit qu'il t'aime et qu'il ne te respecte pas, c'est de l'amour sombre, c'est pas de l'amour lumineux. Donc, je reprends les 7 chapitres, c'est aimer, évoluer, créer, rayonner, remercier, accepter et partager. Voilà. Alors accepter, c'est pas accepter n'importe quoi non plus, c'est accepter l'inéluctable, c'est pas se battre contre quelque chose qu'on a à vivre absolument. Un obstacle où on passe à côté, mais enfin il faut quand même accepter qu'il y a un obstacle, par exemple. Voilà, je développe chacun de ces aspects-là. Et ça sur un livre où tu as décidé 7 chapitres demandent un livre chacun? Non, là, les 7 chapitres sont dans le rendez-vous des Lucioles. Le rendez-vous de Lucioles, qu'on peut montrer là, la caméra. Alors je t'en prie, je vais... voilà, ici, question d'habitude. Ouais. Voilà, ici, voilà, vous pouvez donc vous procurer dans toute librairie le rendez-vous des Lucioles. Et en fait, on commence par ce livre-là, parce qu'il y en a d'autres, hein, ça se décline en tomes. On peut tous les lire séparément, mais c'est vrai qu'il y a quand même un ordre préférentiel, parce que quelqu'un... Ces jours-ci, m'a dit, j'ai lu le dernier, parce que le thème est un peu aguichant, et je comprends rien à tous ces personnages. Ben, je dis oui, il faut les lire dans l'ordre. On fait connaissance déjà avec la genèse des personnages. Pas dans celui-là, dans les 5 suivants, c'est vraiment une saga. Celui-là, on m'a dit qu'il était très concentré, qu'il y avait beaucoup d'idées à piocher, que c'est bien de pouvoir le lire une deuxième fois, parce que il y a plein de choses qui sont traitées un petit peu condensées. D'accord, d'accord. Voilà. Donc j'en écris les 2 tiers du livre dans les 9 jours, tous les soirs sur la plage pendant 1 heure et demie. Fluide, alors. Ah oui, complètement. Et ça a continué pour les suivants, c'est-à-dire que j'ai mon plan et tous les soirs pendant 1 heure et demie, en fin d'après-midi, je me mets à écrire. Et j'ai une idée de départ avec le thème de mon index. Mais les phrases arrivent les unes après les autres, comme ça. De manière évidente. Et quand je m'arrête, je me dis, oh là là, je sais ce que j'ai envie d'écrire après, pourvu que ça me revienne demain. Et puis ça s'enchaîne de façon cohérente, de façon logique, vraiment. Mais je me rends même pas compte que c'est inspiré à ce moment-là. Et je me dis, bon, c'est tout... Là, j'ai rien appris en l'écrivant. Là, c'est quand même des idées que j'avais acquises avant. Depuis un moment, donc je me dis, c'est mon imagination. Bon, j'écris comme ça. Pardon, c'était le téléphone. C'est rien. Voilà, et puis j'écris la suite dans les jours qui suivent mon retour. Je cherche un éditeur. Je tombe sur un charlatan qui m'a pris beaucoup d'argent, qui m'a fait beaucoup de promesses et qui m'a rien diffusé du tout. Et donc, je suis assez déçue. Et puis, je laisse comme ça en attente pendant 1 an et demi. Et... donc en mars 2015, je rencontre une thérapeute très inspirée de Lyon et qui me dit au cours d'une longue séance sur plein de sujets, qui me dit mais il faut que tu écrives. Moi j'ai des consciences qui insistent et qui me disent il faut que tu te remettes à l'écriture, t'as une expérience, t'as des choses à partager. Et elle me parle d'élixirs floraux et de contes. Je dis, les élixirs floraux, c'est vrai que j'en ai fabriqué quelques 150 élixirs floraux, une centaine d'élixirs minéraux il y a 12-15 ans. Je les ai dynamisés en homéopathie corsacovienne, mais c'est pas moi qui ai inventé la chose, c'est Michel Donia. Donc, qu'est-ce que je vais pouvoir raconter là-dessus? Bon, je sais pas. Et puis, elle me parle de contes, je me vois pas non plus écrire des contes. Je rentre et dès que les jours suivants, je me mets à faire une petite méditation tous les matins au réveil. Mais de suite, il me vient l'envie d'écrire un nouveau livre. Donc voilà, sérénitude et thérapie douce. Je ne sais pas du tout le sujet sur quoi je vais écrire. Je me mets à créer des personnages, donc personnages titres qui vont durer pendant 5 tomes. J'ai un peu l'idée qu'il y aura 5 tomes, mais sans certitude, et je ne sais pas, je commence à écrire l'histoire d'un jeune homme qui va rencontrer une femme très sage. Ça met 80 pages à décrire un petit peu ce qui se passe. Puis au bout de 80 pages, je me mets à écrire sur les chakras, que j'appelle les roux-fleurs ou les fleurs. Je me mets à écrire sur les chakras, mais on dirait même aujourd'hui d'écrire un livre sur les chakras, je ne me sens pas compétente et je découvre
en écrivant sur les chakras, moi qui ai toujours pensé qu'il y avait 7 chakras principaux, qu'en fait, il y en a 12. Donc, pour tout dévoiler, mais il y a les 7 chakras qu'on connaît, évidemment, je ne change pas. Communs à tous, oui. Mais il y en a 3 en dessous, et il y en a 2 au-dessus. Et là, je décris la couleur des chakras, leur sens de rotation, avec quoi ils sont reliés, leur objectif, leur but, à quoi ils servent. Et puis, je décris en même temps 21 chakras secondaires, qui s'appellent chakras adventis. Et donc, les 12 chakras principaux et les 21 chakras secondaires, j'ai pas fait ça pour faire coller, mais il y en a 33 importants. Ah, d'accord. Voilà. Donc ça devient quelque chose au départ qui devait être un roman en 5 volumes se transforme en petite encyclopédie du chakra. Alors celui-là, c'est vrai que ce livre-là, il est quand même assez théorique sur les chakras et il peut rebuter. Je me dis, c'est un peu dommage de commencer comme ça. Les autres sont plus faciles à lire, mais je pense qu'il y a une raison et qu'il faut au moins lire en sautant certains passages si les gens ne sont pas intéressés, mais tous les gens qui font des thérapies énergétiques, tous les gens qui font une quête spirituelle, les gens qui font du yoga, ça devrait théoriquement les intéresser. Donc, je peux montrer là, il y a deux schémas. Oui. Alors, malheureusement, les schémas, ils avaient tous été faits avec des couleurs très précises. Ouais. Et pour l'éditer de façon commercialisée, il faut enlever les couleurs. On n'a pas le droit, on n'a pas la possibilité, ça reviendrait trop cher. Oui, c'est vrai. Voilà. Donc on voit vraiment la roue des fleurs, etc., où tu l'expliques, hein, on voit à un moment donné un chapitre là-dessus, je suis tombé par hasard. Il y a pas mal de schémas de toute façon, parce qu'il y a 1 ou 2 schémas pour chaque chakra. La roue des fleurs sacrées, on voit ces choses-là avec voilà, tous les circuits, toutes les... Et toute leur utilité pour les thérapeutes de les connaître. Et malgré les schémas, ça reste quelque chose de technique, parce que moi, je trouve ça passionnant d'expliquer le fonctionnement. Si on est intéressé par le sujet, c'est... Voilà. Ouais. Et alors, à la fin, il y a un chapitre sur le lien entre les chakras et les élixirs floraux. Mais avec les élixirs floraux, pas ceux qu'on commercialise actuellement, mais je donne toutes les clés pour fabriquer les élixirs floraux qui correspondent aux chakras. D'accord, ce sont tes recettes que tu as élaborées au fil des années de ton expérience. Oui. Alors celui-ci s'appelle donc Sérénitude et thérapie douce, les 33 fleurs de l'être humain. Voilà, je ne peux pas vous dire mieux, la couverture est ainsi faite. Alors sérénitude, c'est un terme que je ne vais pas dire inventé, mais qu'on m'a soufflé, que j'ai imaginé, et qui n'est pas la zénitude, qui est un ensemble de qualités qui regroupe le respect bienveillant, la joie paisible, la tolérance, la gratitude, les choses qui sont importantes pour être dans l'évolution spirituelle. Donc alors, ce premier volume, très théorique, hein, comme tu dis, se lit après celui-là ou indépendamment là, est-ce qu'on est obligatoirement obligé de prendre le rendez-vous des Lucioles? Non, c'est indépendant. Là, il y a vraiment une saga de 5 livres qui sont... D'accord, là on commence vraiment la saga des 5 livres à partir de Sérénitude et thérapie douce, les 33 fleurs de l'être humain. Hein, vous pouvez commencer directement par ce livre-là. Et indépendamment, le rendez-vous des Lucioles. Hein, vous pouvez aussi le dire. Mais pour l'instant, on en est là. Alors celui-là, il s'est écrit aussi en 4 semaines. 4 semaines. Tous les jours, je découvrais un nouveau chakra. J'avais la suite. Les idées me sont dictées de façon cohérente. En suivant, je fais pratiquement pas de rature. Mais ce n'est pas de l'écriture automatique. Je n'entends pas, je ne vois pas ce que j'ai à écrire, mais les idées me viennent et c'est à moi de trouver les mots pour les habiller. Donc, en 4 semaines, je l'écris. Il me faut à peu près encore 1 mois pour le recopier parce que j'aime bien écrire manuellement. Les écrans me dérangent un petit peu sur le plan visuel. Oui, puis avec un bloc-notes, on peut l'écrire n'importe où. Hein, oui, voilà. Ça aussi, oui. Dans la nature. Oui. Et le temps de trouver un nouvel éditeur. Et là, c'est Bookelis qui ne fait pas du tout la diffusion. C'est un peu mon problème, la diffusion. Mais sinon, il me fait éditer des livres de façon... très professionnel, je suis très contente d'être tombée dessus. L'édition est très très bien faite, hein, la mise en page, tout est professionnel. Il existe en version numérique de tes bouquins? Alors, à part La naissance respectée, ils existent tous en version numérique à 4,49 € chacun. D'accord. Aussitôt avoir terminé l'édition de ce tome 1,
qui a été, autant on rappelle, le premier était en 1997, le tout premier qu'on peut avoir aujourd'hui que par ton intermédiaire, hein, si on te contacte. Voilà, c'est ça, oui. Tu as donc écrit Le Rendez-vous des Lucioles en quelle année, celui-ci? Alors en 2015. En 2015. Et alors, puis ce premier volume de celui-là, et j'ai commencé à l'écrire en 2015. 2016. 2016, celui-ci. Oui, celui-là, il a mis un peu de temps après avoir été écrit à être édité, parce que justement, je cherchais un autre éditeur. Voilà, et le temps, surtout de trouver quelqu'un qui me fasse les schémas de façon professionnelle, et qui me fasse les petits dessins aussi, parce que explicatif, oui. ils ont tous au début et à la fin un petit schéma. Donc j'ai trouvé quelqu'un de ma famille qui m'a fait des petits schémas sympas en première et dernière page de tous les sérénitudes. Voilà. Donc tout ça demandait un petit peu de temps. Après, ça s'est vraiment enchaîné. Donc après, ça c'est un peu mon chouchou. Je vais t'expliquer pourquoi. Alors, je t'en prie, dis-moi. Voilà, pourquoi celui-ci, parce que tu le chéris plus particulièrement, hein? Bon, déjà, l'ambiance. Ils ont tous des thèmes et des ambiances complètement différentes, même si ce sont les mêmes personnages. Et c'est vrai que cette ambiance-là, je la chéris particulièrement, mais il y a autre chose. Donc, je vais d'abord expliquer ce livre-là. Donc, mes deux fameux personnages, le jeune homme et la femme sage qui lui a appris à développer, à se cultiver sur l'ésotérisme, qui l'amène à faire 7 ans de voyage, 7 ans et 7 mois de voyage dans le monde pour vraiment développer sa culture initiatique, tout ce qui est ésotérique, rencontrer les civilisations, les religions, etc. Et puis là, elle lui conseille, après son retour de voyage, de retourner au Japon. Et là, ils vont être à la fois tous les deux dans une calanque cachée, secrète, dans une grotte dans la région du côté de Marseille, à Cassis. Et puis, ils font des méditations qui les amènent à quitter leur corps et à se retrouver, se donner rendez-vous dans une civilisation du Japon, qui est actuellement un endroit sous les eaux. Il y a 8500 ans environ, où ils sont frères. Donc là, c'est une invitation à un voyage. Donc, on peut parler de voyage astral. Et dans l'espace, c'est le temps aussi. Hein, oui. Au niveau du Japon, une partie émergée dans actuellement immergée, mais elle n'était pas à l'époque. Et là, on découvre un village d'environ 1000 habitants, il y a donc 8500 ans, qui est fait uniquement de personnes initiées, très évoluées. Donc que des sages. Que des sages. Voilà, une civilisation, mais il y a les familles, il y a les enfants, et on découvre au cours du livre leur façon de se nourrir, leur façon de cultiver, leur façon de jouer, d'accoucher, parce que ça c'est un thème qui revient un peu. Et puis surtout, ils ont construit un immense temple de grandes pierres mégalithiques blanches à 12 étages. Un sanctuaire immense à 12 étages. Et au cours des chapitres, on va voir étage par étage ce qui se passe à l'époque. Donc au rez-de-chaussée, il y a l'hydrothérapie, ensuite il y a l'étage consacré aux minéraux, aux végétaux, aux animaux. C'est tout un complexe en fait. C'est toute une évolution au fur et à mesure qu'on monte dans les étages. C'est le CNRS de l'époque. Oui, c'est ça. Alors il y a le centre, il y a l'étage pour l'éducation, il y a l'étage pour les thérapies, et puis on termine en haut par l'astrologie, l'astronomie, surtout les initiations et l'alchimie. Est-ce que ce n'était pas là une époque où la science et l'ésotérisme faisaient bon ménage? Justement, tout était utilisé à bon escient. Disons que toutes ces personnes de l'époque, j'explique qu'elles n'ont pas été obligées de venir avec des ovnis, simplement les consciences se sont incarnées dans les hommes de l'époque au départ, ça semblerait dater le début il y a 12 000 ans. Et là, on se trouve dans un moment de leur évolution où ils ont quand même été organisés en villages, et il semblerait qu'il y avait 3 villages sur la planète principaux. Après, il y en avait quelques-uns qui étaient isolés, mais sinon, ils s'étaient regroupés en 3 villages. Celui-là, que j'appelle le pays de Dong, qu'on me dit d'appeler le pays de Dong, un village qui est actuellement immergé sous la mer Rouge et qui aurait été l'Éden, et un village du côté des Caraïbes, des Bermudes,
qui s'appelait l'Eldorado, ou qu'on appelle l'Eldorado. Et ce qui est intéressant, c'est la diffusion de leurs idées quand ils vont quitter leur village pour des obligations climatiques. Le village les habitants du pays de Dong vont émigrer à travers l'Asie et s'aimer leurs idées en Asie et en Europe, donc initier les religions asiatiques et européennes. L'Éden va donner ses idées à l'Égypte et au Moyen-Orient, et au Proche-Orient, pardon. Et puis l'Eldorado, ça va être tous les Amérindiens du Nord et du Sud. Et là où j'ai été vraiment très interpellée, c'est que au cours de l'écriture, à un moment, je vois un documentaire, je crois que c'était sur la chaîne 24, RMC Découverte, où il parle d'une découverte de cupules en or très pures en Europe, dans une grotte, dans de l'eau. Et ils en ont déduit, les scientifiques en ont déduit que ça venait de l'Est, qui avait des civilisations très évoluées qui dataient d'environ 9000 ans. Et là, c'était comme si une preuve que c'était pas moi qui inventais, mais qu'il y avait quand même des consciences qui géraient tout ça. Et par la suite, après avoir écrit le livre, j'ai vu plusieurs documentaires, et en particulier, il n'y a pas si longtemps que ça, un documentaire qui montrait un temple à degrés, immergé au large du Japon, et qui date aussi d'environ 9000 ans. Donc là, on voit le film du temple, on dirait Chichen Itza, c'est vraiment hyper net, hyper précis. Ce qui est amusant, c'est qu'il y a un scientifique qui a dit que c'était un artefact, parce que ça rentre pas dans ses idées. Mais là, maintenant, après avoir écrit ce livre, j'ai la preuve qu'il y avait une civilisation très évoluée, il y a 9000 ans, dans cette région-là. Donc, finalement, on reprend la chronologie. Tu commences avec ce premier volume, Sérénitude et thérapie douce, les 33 fleurs de l'être humain, où ça se développe. Après, tu parles précisément des 33 chakras, hein, ça va beaucoup plus loin que les 7. Sans compter les milliers de petits chakras tertiaires. Voilà. Après, j'imagine secondaires. Tous les points qui... d'acupuncture, il y en a des milliers. Oui. Ça, c'est le second volume, donc Sérénitude 2, hein, au pays de Dong, où là, tu parles de voyage astro, voyage astral et voyage dans l'espace et le temps. Donc, on pourrait croire, a priori, que ce qui t'est venu, l'inspiration que tu as eue sur le moment, était une écriture, tu le précises bien, pas automatique, mais en tout cas inspirée. Ouais. Maintenant, je sais que c'est une écriture inspirée. Hein, c'est une écriture inspirée, mais dans ces deux premiers volumes, comment tu considères aujourd'hui ces romans? Est-ce que ce sont simplement des romans initiatiques, ou pour toi, il y a une histoire vraie, enfin quelque chose qui a été réellement... Est-ce que ces personnages fictifs, finalement, ne sont pas plus réels qu'on le croit? Puisque tu as eu la preuve. Ces deux personnages-là, pour moi, ce sont des agents pour faire connaître l'ambiance du livre, faire passer des tas de messages. Ça n'a pas tellement d'importance si ces deux personnages existent ou pas. Non. Tu as dit tout à l'heure, tu as eu une preuve qu'il y a 9000 ans, il y a eu... tout le reste, pour moi, ça a existé. Pour toi, ça a existé. Est-ce que tu en avais conscience au moment de l'écriture, ou tu attendais les preuves au fur et à mesure? Non. Il a fallu que j'écrive celui-là pour vraiment comprendre que des consciences m'inspiraient. Et là, j'ai ressenti effectivement une ou deux consciences qui me dictaient les chapitres les uns après les autres. Et pour moi, j'ai su à partir de ce moment-là que vraiment c'était inspiré, que c'est pas moi du tout. Moi, j'étais vraiment qu'un médium, enfin, un canal, un tuyau. Voilà. Ouais. Et donc, le but de ces livres, qui sont le témoignage de conscience qui sont passés à travers toi, sont là pour éveiller les consciences et faire connaître une autre réalité. Voilà, pour donner des tas d'informations. Alors c'est vrai qu'il y a toujours une petite orientation plus précisément vers les thérapies énergétiques, c'est un peu mon domaine, mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça, ça va beaucoup plus loin. Et voilà, on peut en venir tout de suite à ce que ces écritures m'ont apporté dans la vie. Ça m'a quand même changé beaucoup de choses, ça m'a donné un apaisement, mais ça m'a donné pas un savoir, mais une connaissance. Une connaissance des choses subtiles, et c'est pas une croyance, c'est pas une conviction, c'est vraiment une connaissance, c'est-à-dire que je sais vraiment profondément que toutes ces consciences, elles existent, et je vais le développer dans le dernier livre qui vient de paraître. Là, j'en parlerai un petit peu tout à l'heure. Voilà. Alors ensuite, ce second volume, est-ce que je pense qu'il y aurait beaucoup
d'autres choses à dire à ce sujet. Oui, il faut le dire après. Il faut le dire, c'est sûr. Pour découvrir. Pour découvrir ce qui se passe au fur et à mesure. Donc, ils découvrent qu'ils sont la réincarnation de consciences qui ont existé plus de 8000 ans en arrière, et qu'ils étaient incarnés sous la forme de frères et sœurs. Deux frères dont un était un tout petit peu plus évolué que l'autre. Et là, dans la vie actuelle, je pense que c'est des personnages fictifs. L'évolution s'est inversée et le livre explique pourquoi. Il y en a un qui a bugué à un certain moment, qui a fait une erreur qui, sur un plan non initiatique, ne paraît pas forcément être une erreur grave. Et en fait, c'est une erreur grave qui l'a beaucoup freiné pendant des milliers d'années dans son évolution. Et ouais, c'est un rapport avec l'alchimie. À découvrir. Mais Donc à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi lorsque tu publies ce second volet? Tu l'as dit tout à l'heure, tu as quand même une vision globale du plan d'ensemble. Tu sais qu'il y a à peu près 5 volumes, que ça va se dessiner en 5 volumes. Oui. Voilà, c'est un peu ce qui se dessine dans ton esprit. Là, tu prends pleinement conscience à partir, rien que du premier, que déjà, ça t'est transmis, que tu sers de canal. Est-ce que tu te dis, il faut maintenant que j'aille pour les 3 autres volumes impérativement, il faut que les gens sachent ce qui se passe? Non, ça se fait... C'est comme des accouchements, c'est-à-dire qu'au moment où je commence à écrire, non seulement je ne peux pas faire autrement, c'est impératif, mais c'est un plaisir. Donc je suis ravie, je suis un peu triste quand le 5e se termine, parce que j'ai pas l'impression qu'il va y en avoir d'autres. C'est mes bébés, c'est sûr. J'ai 5 enfants, j'ai 10 petits-enfants, un arrière-petit-fils, mais ça c'est aussi mes 7 bébés, mes 8 bébés, puisqu'il y en a un... Mais autant tes enfants c'était pour toi, autant ces bébés-là sont pour l'humanité en fait. Voilà, c'est pour diffuser des informations qui, moi, me permettent de cadrer un peu tout ce qu'on raconte, de façon cohérente, de façon logique, de façon sublime même, parce que les religions, elles ont une utilité très importante, mais elles sont souvent limitatives. Et là, ça va au-delà, c'est-à-dire que c'est plus magnifique, c'est plus merveilleux. C'est vrai que les témoignages des expérienceurs ils permettent d'aller plus loin. Et là, pour moi, ça me paraît tellement logique. Et en même temps, j'ai tellement l'impression qu'on sait peu de choses encore. Oui. Même maintenant. Tout reste à faire et à découvrir. Pour moi, c'est des poupées gigognes qui s'embriquent les unes dans les autres. Et puis, on se dit, on a un corps physique, d'accord. Ça, tout le monde est d'accord. On a un corps émotionnel, déjà les gens le sont moins, on a un corps mental, et ça n'est qu'une personnalité matérielle. Même avec l'émotionnel et les pensées, ça n'est que de la matière. Et ce corps-là est relié à une conscience personnelle, qui elle-même est reliée à un esprit, donc le mère, la mère, le père, la mère qui a un lien avec la planète, le père qui a un lien avec le soleil. Et dans ce 2e tome, je découvre l'importance du soleil invisible, de la conscience du soleil, qui est le créateur de tout ce qui est vivant sur le système solaire. Et eux qui étaient des gens très évolués, c'est pas des petits nigauds, ces habitants du pays de Dong, ils vénèrent la conscience invisible du soleil. À découvrir aussi. À découvrir. Voilà. Tout comme les Égyptiens adulés à Ra ont appris de ceux d'Éden. Et ces 3 villages, Éden, Eldorado et Dong, étaient reliés télépathiquement. Les 3 villages dont tu parlais tout à l'heure. Voilà, et donc ils ont les mêmes idées, ils ont le même enseignement. Et cet enseignement qui va rester limité aux 3 villages jusqu'à presque la fin du livre, à un moment, pour des raisons climatiques, ils sont obligés de quitter ces 3 villages, ils sont obligés, pendant des milliers d'années, de se mêler aux populations non initiées et d'ensemencer finalement toutes ces régions. Alors, moi, ce que tu m'indiques là, dans ces initiés qui, pendant des milliers d'années, pour des raisons climatiques, ont dû fuir cet Éden, ou ces 3 autres villages. C'était prévu comme ça, il fallait quand même qu'ils ensemencent le reste de la planète aussi. Voilà, c'était prévu, mais est-ce qu'on n'est pas déjà dans la genèse de ce qui pourrait être l'origine du peuple atlante, quelque part? Est-ce que ça fait un petit peu rêver, là? Historiquement, je ne sais pas si c'est pas avant, non, les Atlantes? Peut-être, je ne sais pas.
Ça pourrait être ça pourrait être l'Eldorado, oui. L'Eldorado, parce que bon, il y a l'histoire du déluge dans toutes les civilisations, il y a les eaux qui montent brusquement, la mer Rouge se remplit, le Japon se sépare du continent, et les Caraïbes également se séparent du continent. Et effectivement, je me suis moins penchée sur l'Eldorado puisque j'étais branchée sur Dong, mais l'Eldorado et l'Atlantide, ça peut être la même chose. Ça peut être lié. Alors vient le 3e tome, Sérénitude 3, les réseaux ultralumineux. Le réseau ultralumineux. Donc c'est un... Alors là, on va voir notre jeune homme qui a fait cette expérience et qui est amené à créer un centre dans ma région, dans le Vaucluse, un centre à la fois d'enseignement, un centre de soins par toutes les thérapies énergétiques, et il va créer aussi un foyer, une famille. Il est rejoint par quelques amis très proches, qui deviennent très proches, et qui vont participer aux soins énergétiques. Et l'objectif, c'est encore de parler de plein de sujets passionnants, et c'est aussi de montrer l'importance des thérapeutes regroupés pour soigner des cas un peu difficiles. Et leur efficacité décuplée quand ils se mettent d'une manière que j'explique comment se positionner par 5 ou par 6 sur un patient. D'accord, ça c'est une chose qui donne les prémices de ce que pourrait être le futur de la médecine, en fait, des médecines alternatives. Il y aurait un regroupement de thérapeutes. Alors moi, qui en reçois beaucoup au sein des studios, je dis toujours, c'est vrai que beaucoup de personnes commencent à voir qu'il y a énormément de thérapeutes aujourd'hui, une recrudescence de médecine alternative. Et je le dis souvent, je ne sais pas pourquoi, peut-être inspiré comme toi aussi, je pense qu'il faudra bien tous ces thérapeutes-là pour soigner autant de personnes où finalement les maladies qui sont dues au comportement, au karma, etc., vont ressurgir de manière où on n'aura pas plus le choix, il faudra passer au-delà. Donc c'est un avis tranché et personnel, hein, je le dis et je l'assume, mais est-ce que finalement c'est pas ce livre-là dont tu en parles, ce regroupement, annonçait déjà ce qui va se passer au niveau des thérapies? Probablement. Très probablement. C'était avant-gardiste. Hein. C'était avant-gardiste. Et alors, ce thème-là reviendra un petit peu dans mon dernier livre aussi. J'en parlerai tout à l'heure. Bien sûr, bien sûr. Mais là, on voit un homme vraiment qui a des origines sociales très modestes, une formation culturelle très modeste au départ, et qui devient un enseignant et qui dirige. Et donc, on voit dans sa famille son fils... va encore le dépasser. Alors, ce qui est amusant, c'est que les prénoms, les prénoms des personnages, on m'a dit, mais comment ça devient? Je dis, ça me vient comme ça tout seul au moment où j'écris. Et ce jeune homme, qui s'appelle Tristan au départ, dans sa vie sociale normale, il reçoit un nom initiatique de cette femme, et il devient Anne Pavard. Et Anne Pavard, je me dis, je ne sais pas ce que ça veut dire, on dirait que ça a une origine sanscrite, ça me rappelle le sanskrit. Et à un moment, le livre étant édité, je rencontre une indienne et je lui dis, mais qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Est-ce que ça veut dire quelque chose, Anne Pavard, en sanskrit? Alors elle me dit, je sais pas, je vais chercher. Puis un peu de temps après, elle me dit, il y a Anne et Pava, il y en a un qui veut dire nourriture et l'autre qui veut dire celui qui nourrit. Ah. Et donc c'est celui qui amène la nourriture spirituelle en fait. Qui va nourrir les hommes. Voilà, mais l'esprit, les consciences humaines. Évidemment, c'est pas celui qui vend sur le marché. Non, c'est... Et son fils, il me vient Varapoa. Varapoa, je me dis, pour moi on dirait du maori. Et j'ai ma belle-fille qui est néo-zélandaise, qui est proche des Maoris. Je demande à mon fils de lui demander ce que ça peut vouloir dire. Il me dit, en maori, ça veut rien, mais j'ai recherché sur Internet, sur un site de traduction. Et Varapoa, c'est un mot qui existe en finnois, en finlandais, enfin en finnois. Et ça veut dire pièce de rechange. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Et finalement, très rapidement, je comprends, parce que Varapoa, c'est celui qui va remplacer quelqu'un. Ah oui, c'est le successeur, quoi. C'est le successeur de la femme, en fait. D'accord. Voilà. Et c'est rigolo, parce que j'ai le mot d'abord et j'ai l'explication ensuite. Bon, preuve que ce sont des preuves répétées pour dire qu'il ne faut pas tu ne te poses pas de questions, d'ailleurs, quand tu les écris. Hein. Non. C'est fluide, hein, depuis tout à l'heure. Celui-ci, c'est écrit aussi rapidement que les deux premiers?
Oui, jusqu'à tout cela. Il n'y a que le dernier là qui est pas encore, enfin qui est en train de paraître, qui s'est écrit sur une longue période pour moi. Mais sinon, ils ont tous été écrits manuellement en moins d'un mois. Et après, encore un mois pour Parce que le c'est mettre en conséquent, forme. même si c'est pas, oui. ce ne sont pas non plus des annuaires, ça se lit rapidement. Oui, mais comme un accouchement, il fallait que jour après jour, le passage suivant, et ça se fait dans l'ordre, ça s'écrit dans l'ordre. Et comme tu le dis, sans trop de rature. Les textes sont cohérents, très peu de rature, parce que j'ai pas de rature sur les idées. Si quelqu'un, celui sur les chakras, je l'avais envoyé, quelqu'un m'avait fait une introduction chez les éditions d'Angle, et j'avais envoyé le texte, et il me dit, tout ce qui concerne que les chakras, ça nous intéresse, mais il faudrait enlever le texte romancé autour. Mais je dis, ça, il n'en est pas question, moi, ça ne m'appartient pas. De toute façon, ça serait comme un sacrilège, en fait. Oui. Non. On rappelle, Sérénitude et Thérapie douce, les 33 fleurs de lettres pour 2 secondes. Le second, c'est Sérénitude au pays de Dong. Et le troisième, le réseau ultra-lumineux, toujours Sérénitude, c'est le 3e volet, ici. On a l'impression d'aller crescendo quand même, en termes d'élévation, on peut dire ça? Oui, alors après, c'est encore différent. Alors, on a toujours Anne Pavard, et surtout Anne Pavard-Solène, elle prend un petit peu de recul. Et là, c'est pareil, on me dirait écrire un livre de contes, je ne sais pas. Mais là, je me mets à écrire un livre de contes alors il y a 17 contes qui sont espacés avec des textes qui font parler du vécu d'Anne Pavard. C'est par celui-ci que je t'ai découvert, en fait. Chez Anne Tour, voilà. Ça t'a plu, oui. Ça m'a beaucoup plu, oui. Voilà. Donc j'écris tout un roman encore, toute une histoire, et semencé de 17 contes. Je sais, quand j'écris chaque conte, son degré symbolique, je sais ce qu'il signifie. Et ce sont des contes qui sont lisibles, qu'on peut raconter à des enfants. Ils sont écrits de façon un petit peu apparemment enfantine, mais ils s'adressent surtout directement à des adultes, parce qu'ils expliquent les mondes invisibles aux adultes. Ils expliquent le fonctionnement de l'émotionnel aussi, mais surtout la construction, l'évolution qu'on a à faire dans notre vie. Elle est expliquée, les modes d'emploi, il y a des clés qui sont données dans les contes. Alors, un peu comme Khalil. Oui, on est dans cette idée. Voilà, oui. Et là, je me mets à écrire un livre de contes, à mon grand étonnement. Mais qui sont très jolis d'ailleurs. J'ai eu le temps d'en lire quelques-uns. Quelques-uns qui m'ont beaucoup plu, oui, en effet. Ouais. Et il faut les lire au second degré, il faut les lire avec une âme d'enfant, il ne faut pas les lire intellectuellement, rationnellement. Il faut essayer de comprendre ce qui se cache derrière ces histoires toutes simples. Sérénitude, volume 4, Les contes initiatiques d'Anne Pavard. Voilà. Toujours chez le même éditeur, Bouquelis. Distribution Hachette. Donc celui-ci, ensuite, on va passer au dernier, parce que dernier livre qui vient de paraître, la série. Non, pas celui-là. C'est pas celui-là. Je n'ai pas pu l'avoir, il devait arriver aujourd'hui, je ne l'ai pas pu l'avoir. Donc celui-là, c'est le 5e des 5 tomes. Oui. Et là, j'étais encore plus étonnée d'écrire un livre sur ce thème-là, parce que c'est pas mon genre spécialement. C'est vraiment, alors on parle pas mal de communication animale, mais c'est vraiment un livre sur le tantra. D'accord. Et celui-là, autant le précédent, on peut le donner à des enfants, celui-là, il est vraiment réservé aux grands ados et aux adultes. Donc c'est pour ça que le thème un peu croustillant attire les gens à lire en premier. C'est un peu dommage, mais on peut le lire tout seul aussi. Volume 5, Ultime Sérénitude, Ain Souf, la fille du soleil. Alors là, c'est vrai que le tantra, je ne l'ai jamais étudié. Je sais de quoi ça parle, donc je sais que c'est l'érotisme sacré dans toute sa beauté, dans toute sa pureté. Et là, je découvre en l'écrivant que ça va expliquer un petit peu l'importance de la maîtrise de soi. Et puis surtout, après, ça aboutit lors de l'extase amoureuse, ce couple va sortir de leur corps et ils vont découvrir, explorer, d'abord le voisinage géographique, mais surtout des sphères de niveaux supérieurs. Évidemment, ça se termine par les niveaux les plus supérieurs qu'on peut atteindre actuellement. Il y a un moment qui a été pénible, c'est le seul moment qui a été pénible pour moi à écrire, c'est qu'ils visitent, on peut appeler peut-être l'enfer ou le purgatoire,
Et j'étais tellement baignée dans cette ambiance que c'était un petit peu étouffant, attristant surtout. Alors c'est pas un enfer avec des flammes, c'est plutôt quelque chose de froid, mais en même temps ça explique pourquoi certaines consciences se retrouvent dans des niveaux un peu lourds comme ça, par rapport à ce qu'ils ont pu faire ou penser ou agir dans leur vie, mais ça explique aussi comment ils ont la possibilité de sortir de là et d'aller vers la lumière. Alors, ce que je retiens quand même, c'est que non seulement tu écris, mais tu ressens ce que tu écris. Au moment où tu écris, là particulièrement, ça t'a investi vraiment. Ça m'a imprégné, oui. Ah oui, j'ai dû mettre 2-3 jours à écrire ce passage, parce que j'écris pas chaque chapitre en une fois, j'écris pendant 1 heure. Mais c'était un chapitre un peu lourd à supporter. Celui-là, il est assez indigeste, mais en même temps, il est plein d'espoir, parce que ça montre éventuellement... Alors, il y a ceux qui sont dans cette sphère-là, qui n'est pas très accessible aux consciences incarnées. Mais il y a aussi ceux qui sont dans ce fameux tunnel, qui sont, ce serait plutôt ça le purgatoire, c'est-à-dire qu'ils savent pas qu'ils sont morts, ils comprennent pas ce qu'ils font, ils errent, ils savent pas où ils doivent aller. Et là, j'explique aussi comment les êtres chers qui sont restés encore incarnés peuvent les aider en dehors des passeurs d'âme, bien sûr, mais tous les gens très proches peuvent les guider et leur dire, mais... Allez, il y a une action concrète que l'on peut faire, nous, sans être forcément connectés. Ça peut passer par un cierge, une bougie, une prière ou autre. Alors c'est vrai que ce livre-là, je l'aime beaucoup aussi parce qu'il est magique. Ils sont tous un peu magiques. Il y a toujours un petit peu du rationnel et de la magie en même temps. Alors je vais me permettre de lire quand même le résumé à l'arrière, si tu me permets. Le dernier tome, réservé aux adultes, comme tu l'as précisé, relate de façon splendide et épurée l'intense richesse apportée par le partage et le rayonnement. C'est la communication entre l'être humain et le cheval, la maîtrise de sa propre animalité, les échanges avec les petites consciences de la nature sur fond de paysage provençal. C'est surtout l'aboutissement possible de l'érotisme sacré, l'explosion de lumière amoureuse et l'accès aux sphères sublimes d'un niveau supérieur de conscience grâce à Nsouf, la fille du soleil, l'initiatrice. Le style du récit de ces 5 tomes entraîne les lecteurs dans un univers réel et magique, leur donnant des clés pour mieux se connaître et se dépasser vers la sagesse rayonnante. Merci, parce que c'est un très très beau résumé. En tout cas, ça donne envie. Rien que le résumé à l'arrière est très accrocheur. On m'a dit que c'était tellement important, la page 4 de couverture, pour faire vendre des livres, pour pouvoir diffuser ses idées, parce que l'important, c'est pas d'écrire, c'est que les idées soient accessibles à tout le monde. Oui, que ça reste pas enfermé. Un livre, il y a quelque chose de vivant dans un livre, c'est qu'il soit lu au maximum. Donc, tous en version numérique également. Tous en version numérique. Alors, Ultime Sérénitude, Nsouf, la fille du soleil, 5e volume de cette série en particulier. On va refaire un tour quand même. Alors, je voudrais quand même parler de mon dernier livre aussi. Oui, bien sûr, on va en parler, bien sûr. Mais là, je donne en fait, ici, donc le premier volume, donc Sérénitude et Thérapie douce, les 33 fleurs de l'être, premier de la série. Deuxième, Au pays de Dong, toujours Sérénitude. Ensuite, on passe à le réseau ultralumineux, volume 3. Volume 4... on est les contes initiatiques d'Anne Pavard, et puis celui qu'on vient de voir actuellement, Ultime Sérénitude, Nsouf, la fille de soleil. Ça, c'est la série indépendamment des Rendez-vous du Luciole, qu'on peut lire à n'importe quel moment, indépendamment de ces 5 volumes. Et puis le tout premier, qui est sorti en 97, La naissance respectée. Et puis, il y en a un dernier, que tu n'as pas amené parce qu'il n'est pas encore... j'ai fait éditer le premier exemplaire, j'espérais l'avoir aujourd'hui, il va arriver incessamment, mais il paraît déjà sur mon site. Oui, donc floriankrebs.fr, voilà, c'est ça, floriankrebs.fr. On verra la première page de... Voilà, et donc on voit l'explication même de chacun des livres. Alors, c'est un 6e volume, c'est la suite ou c'est une autre série? Voilà, c'est Ultime Sérénitude, ça a clôturé les romans avec ces personnages-là. Là, j'ai été plusieurs mois à nouveau sans écrire. Et puis, celui-là, au lieu de l'écrire de façon impulsive, irrésistible, je l'ai écrit tranquillement, par période, pendant un mois, un petit peu de ci. Donc, ça a commencé en été 2017 et il s'est terminé en décembre 2018. Par saccade comme ça, mais sans aucune... Je n'ai pas connu cette pression-là. Et pourtant, ça s'enchaîne bien, on n'a pas l'impression qu'il y a 2 mois qui sautent.
Et là, ça rejoint, si on veut, le réseau ultralumineux. Je parle à nouveau de ce réseau. J'ai une vision peut-être un peu plus précise parce que j'ai appris plein de choses en écrivant. De cette zone... entre deux. C'est une zone immense, enfin, c'est une zone infinie, voilà. C'est une zone infinie qui existe dans tout ce qu'on appelle le vide, entre les électrons, entre toi et moi, entre la Terre et le Soleil, entre le Soleil et la galaxie, entre les galaxies et les univers. Toute cette zone qu'on appelle vide, là j'ai vraiment conscience qu'elle est, je ne suis pas la seule à le dire, qu'elle est complètement comblée, peuplée de conscience et d'énergie. Donc ce qui nous semble à premier abord vide est en fait plein de vie. C'est plus plein que la matière en fait. C'est plein de conscience. Alors ces consciences, je les symbolise par des flocons de lumière. Ça c'est le titre de mon dernier livre, Flocons de lumière. Et tout ce qui existe physiquement et même non physiquement est représenté par un petit flocon ou un grand flocon. Il y a des flocons de tailles différentes, de couleurs différentes, d'énergie, de luminosité différente. Avec une hiérarchie particulière Avec une hiérarchie, bien sûr. Donc on peut parler d'archanges, de séraphins ou autres. Oui, pourquoi pas, mais préfère sortir des religions et parce qu'après on va voir des personnages avec des ailes et non, ce sont des boules de lumière en fait. Elles se manifestent quand les gens font des témoignages d'expérienceurs, elles se manifestent sous forme humaine, mais elles n'ont aucune forme humaine. Et donc c'est comme une couche de neige infinie avec des flocons. Chaque flocon est différent des autres, mais à la différence d'une couche de neige, les flocons ont des tailles différentes et surtout, ils sont mobiles. C'est-à-dire qu'on peut se déplacer et ils peuvent être absorbés par un gros flocon provisoirement, ressortir. Et l'intérêt de cette imagerie, c'est que un flocon va influencer son entourage s'il est en train de faire un acte un petit peu rédhibitoire, s'il est en train d'avoir des émotions lourdes, pesantes, s'il est en train d'avoir des pensées pas très sympas, un peu grises, un peu noires, il influence tout son environnement, à la fois géographique, mais surtout affectif, et toutes les gens auxquels il pense. Okay. Donc on influence à distance, à l'autre bout de la Terre, ou même dans les univers, avec... C'est des ondes, ce sont des vibrations, c'est une longueur d'onde particulière. Alors qu'on soit bien d'accord, tu ne parles pas que des flocons qui sont dans les espaces vides, tu parles de nous aussi, là. Oui, mais nous, on est un flocon dans cet espace. Voilà, on existe, voilà. Donc voilà, je repositionne bien les choses. Oui, mais tout ce qui est physique, matériel, est déjà un flocon. Mais on n'est pas les seuls à être des flocons. Il y a plein de flocons de conscience. Alors, il y a les petites consciences élémentales qui sont des tout petits flocons, qui sont encore pas peut-être évolués comme un être humain. Et puis, il y a des grandes consciences qui sont là pour nous aider, qui sont là pour gérer la création. On ne peut pas imaginer que la création soit faite sans conscience. C'est impossible. Même les scientifiques du CNRS sont d'accord pour dire qu'il n'y a pas une chance sur... un 10 puissance 30 que ça soit fait sans être géré par des consciences. Et donc, quand on fait des actions de courage, quand on a des émotions d'amour, de respect, de tolérance, de gratitude, de joie, de sérénité, quand on a des pensées aussi très élevées, on va influencer de la même manière tout notre environnement, nos proches, les gens qui habitent avec nous, les gens qu'on rayonnent. Notre famille, même s'ils sont le bout du monde, nos amis, et puis les gens auxquels on pense, même si ce sont entre guillemets, des gens qu'on n'apprécie pas trop, des ennemis, on les influence aussi. Et là, par exemple, j'ai pas été choquée, mais j'ai été quand même interpellée dans le tome 2 par une scène où il y a un attentat gratuit contre des gens qui sont dehors comme ça, à la terrasse d'un bar. Il y a quelqu'un qui passe en moto, qui tire dessus. Et la conclusion, cette femme sage va expliquer à Anne Pavard que, et c'est ce qui se passe aussi quand il y a eu l'effondrement des tours jumelles, par exemple, c'est qu'on amène les gens à réagir par la tristesse, par la peur, par la colère, par la violence, par le besoin de vengeance. Et on peut imaginer, quand il y a eu l'effondrement des tours jumelles ou des grandes catastrophes importantes,
quand il y a 7 milliards de personnes qui se mettent à être dans la tristesse, dans la peur, dans la colère, dans le désir de vengeance et dans la violence, on peut imaginer ce qui est généré comme égrégore. Voilà, c'est ça qui amène à nouveau d'autres sphères de violence. Donc, quand Solène assiste avec Anne Pavard à cette scène d'attentat, lui, il a envie d'aller aider, d'aller se venger, comme tout le monde. Elle lui dit, écoute, la seule chose que tu peux vraiment être, même pas faire, c'est essaye d'émettre des pensées d'amour envers non seulement les victimes, mais celui qui fait l'attentat et qui est une victime lui-même d'une éducation, des idées, d'un obscurantisme. Même s'il est, s'il est dans la cruauté, s'il est dans l'incompréhension, s'il s'imagine que c'est bien de faire des choses comme ça, essaye de lui envoyer de la paix. Et si tout le monde lui envoyait de la paix, il changerait peut-être. Mais là, il y aurait une forte résonance avec les attentats du World Trade Center, par exemple, qui a choqué le monde entier, effectivement, qui a généré derrière beaucoup de pensées. On a une solution, mais pour la faire appliquer, il y a encore un petit biais. Ça viendra. Avec le temps, tu penses que les gens auront cette sagesse? Je pense qu'il va y avoir des événements... moi, je ne fais pas de la voyance, mais tu ressens quand même ces choses-là. Je ressens je suis quand même ébranlée par le mépris qu'on a du mal qu'on fait à notre planète, qui nous héberge, qui nous alimente, qui est une grande conscience immense. Et on la méprise, on la piétine, on la pollue, et on ne se rend pas compte qu'on se pollue nous-mêmes avec tout ça. Et donc, on a besoin d'elle, mais elle n'a pas besoin de nous. Elle va réagir un jour ou l'autre. C'est comme des parents, ils laissent les enfants faire leurs petites bêtises. Il y a un moment, ils sont obligés de sévir et de dire stop, maintenant ça suffit. Donc on va être obligé de s'adapter. Mais c'est pas un petit peu déjà le cas avec les catastrophes naturelles? On voit le climat qui se dérègle. On peut en dire, je pense qu'elle est déjà en train de réagir. On est déjà dedans. On peut la nommer, Gaïa, on est dans les catastrophes. Tout le monde dit il faut faire quelque chose. Tout le monde dit oui, il faut faire quelque chose, et personne ne fait rien. Parce qu'il y a l'intérêt. En tout cas, oui, c'est vrai. Il y a un certain pourcentage de gens qui veulent changer, mais on n'est pas la majorité encore. Et il va falloir peut-être un petit peu plus encore pour que les gens disent oui, maintenant il y a vraiment urgence, et on accepte de modifier, d'arrêter de chercher le profit à tout prix, et puis de chercher à respecter la planète. Et je pense qu'il y a une génération de jeunes qui vont être là pour réparer, qui vont avoir les outils pour pouvoir réparer plus rapidement que ce qu'on croit, mais avant de pouvoir réparer, il faut déjà arrêter de dégrader. Tu penses qu'on est dans cette voie-là déjà engagée par rapport à cette nouvelle génération qui est plus, on va dire, plus sensible, plus réactive aux dégâts que l'on fait subir à notre terre mère? De toute façon, ils vont avoir les conséquences très rapidement. Alors, ils sont bien obligés de dire maintenant, notre planète, il faut qu'on la sauve. Oui, c'est vrai qu'on ne va pas non plus se flageoler sans vouloir de laisser un tel... Il y a un comportement qui est très toxique, c'est la culpabilité. Ça n'amène à rien, c'est une valise. On fait des bêtises parce que sur le moment, on pense que c'est le meilleur choix qu'on a à faire. On ne le fait pas forcément pour faire une bêtise. Pas de toute façon, même si on l'a fait exprès, je veux dire, la culpabilité, c'est encore un frein supplémentaire à la valise du début. On ne peut rien y changer. Et il faut faire avec maintenant, ici et maintenant, et voilà. Il faut changer les choses avec beaucoup de lumière, il faut rayonner. On n'a qu'un seul devoir dans la vie, celui de rayonner. Donc tu restes confiante quand même sur la suite des choses. Et je pense aussi que tes romans initiatiques, on peut les appeler comme ça, sont là aussi pour justement éveiller les consciences dans ce sens-là. Éveiller les consciences et donner de l'espoir, parce que d'après ce que j'ai écrit, ce que j'ai appris en écrivant, l'humanité ne va pas complètement disparaître. Il est prévu qu'elle... après, la conscience... Parlons honnêtement, et sans vouloir être pessimiste ou autre, est-ce que tu penses sincèrement qu'il va y avoir une espèce de gros tri, finalement il restera Certains parlent de catastrophe cataclysmique sur le fait qu'un tri des humains se fera qui sera tel où il restera partiellement une partie des humains. Là, je ne veux pas faire de la prémonition, de la prévision ou du catastrophisme, ça serait déplorable. Je pense qu'il y a des choix, il y a des choses qui sont prévues, mais à un moment, dans mon dernier livre, il y a un chapitre qui s'appelle « Les futurs sont pluriels ». C'est-à-dire qu'il y a plusieurs possibilités quand même. Il y a quand même des choix. Certains se rejoignent. Et selon les choix qu'on fait, selon
le rayonnement qu'on va émettre, on peut arriver à réparer plus que si on fait rien du tout. Donc c'est impossible de dire, de toute façon, il va y avoir tant de pourcents de l'humanité qui va disparaître. On ne peut pas dire, mais de toute façon, il va falloir qu'on apprenne très rapidement quand même à cesser de polluer, à réagir et à devenir responsable, à devenir un peu adulte. Oui, quelqu'un disait, je ne sais plus qui, la formule de l'homo sapiens sapiens, on va devoir évoluer vers l'homo responsabilis, pour être plus en adéquation avec ce qu'on fait subir à notre planète. Voilà, je rappelle quand même, voilà, le premier volume Sérénitude et Thérapie douce, les 33 fleurs de l'être humain, voilà, paru aux éditions Apocalypse, distribué par Hachette. Ensuite, deuxième volume Sérénitude au pays de Dong. On passe au troisième, le réseau ultralumineux, et puis l'avant-dernier, les contes initiatiques d'Anne Pavard, pour clôturer cette série avec l'ultime sérénitude, Aïn Souf, la fille du soleil, et une autre série qui commence. Flocons de lumière. C'est pas une sérénitude, mais c'est Flocons de lumière qui va être commercialisé dans les 15 jours qui viennent, je pense. Donc on peut découvrir déjà sur floriankrebs.fr si vous voulez découvrir la teneur et la couverture de ce nouveau livre. Indépendamment, les rendez-vous des Lucioles que vous pouvez découvrir, qui est aussi en vente. Et puis, on va remontrer quand même la naissance respectée, toujours, de Florian Krebs, qui n'est plus édité aujourd'hui, mais que tu peux fournir si on te contacte sur ton site internet. Voilà. Il y a le formulaire de contact, il suffit simplement de dire j'aimerais un exemplaire de la naissance respectée, et puis en laissant vos coordonnées et tout ce qu'il faut pour que Florian puisse vous contacter et vous donner la procédure pour avoir celui-ci. Alors là, on va rappeler quand même rapidement, c'est un ouvrage qui parle de comment gérer en fait la vie prénatale, on va dire pendant la conception, l'accouchement, l'allaitement, et après, la communication avec l'enfant, mais de façon non invasive sur le plan médical. D'accord. Avec des clés pour réduire les contractions de la grossesse quand elles existent, et surtout un mélange d'élixirs floraux pour réduire énormément, mais facilement de moitié, les hémorragies de l'accouchement. De manière très préparatoire, c'est un très bon livre pour ça, qui est sorti en 1997. Voilà, donc aujourd'hui on parle de ce futur-là. Pour toi, les dés ne sont pas jetés, il n'y a rien de figé, parce que tu dis, avec les flocons, ton dernier ouvrage où tu parles de futur au pluriel, donc tout est encore possible. Vaut mieux s'y mettre tôt, le plus tôt possible sera le mieux. Des valises à récupérer. Pour toi, il y a quand même urgence, malgré tout, il faut s'y mettre aujourd'hui. Oui, il y a une grande urgence. Une grande urgence, d'accord. Mais j'ai confiance dans l'humanité qui va réagir. Et surtout, toutes ces belles consciences qui font de la quête spirituelle, qui se posent des questions, d'où on vient, qu'est-ce qu'on a à faire. On est incarné avec certaines missions, chacun, plus ou moins. Et puis, vers quoi on va, tout ça, c'est des questions que les gens se posent de plus en plus. Et plus on est nombreux, plus on va réagir rapidement. Et dans ta profession, dans le médical, tu as dû rencontrer, puisqu'à un moment donné, dans ces livres-là, donc la série Sérénitude, tu parles de réincarnation, de mort, d'expérience de mort imminente. Est-ce que tu en as rencontré pendant tes exercices? Alors, sur les expériences de mort imminente, quand j'ai écrit le livre Le Rendez-vous des Lucioles, mon idée, fermement, c'était de pouvoir écrire à la fin du livre des témoignages. Des témoignages qui n'avaient pas été édités avant. Et je ne trouvais pas, je l'envoie à l'éditeur, et avant qu'il soit édité, là, j'ai par des grains de sable qui se sont posés, je rencontre une personne et puis une autre par téléphone. Je suis amenée à aller interviewer une infirmière à Orange qui me raconte que elle avait déjà pas mal d'intuition avant cette expérience, et elle sait que le lendemain, c'est un jour où il faut vraiment qu'elle fasse attention, qu'il y a un danger. Et elle doit se rendre à Avignon par l'autoroute. Elle fait très attention. Et par contre, il y a quelqu'un qui la dope, qui lui fait une queue de poisson, elle va dans le décor, et elle perd conscience. Et il y a un embouteillage, évidemment, les voitures sont arrêtées. Et pendant qu'elle est sans conscience, elle repère, sortant de son corps, une voiture avec un couple d'amis qu'elle connaît. Et elle entend le monsieur qui dit à sa femme, tu sais,
C'est une blonde, elle a l'air vraiment en très mauvais état. Et puis, ils viennent la voir à son chevet à l'hôpital, elle lui répète les mots qui ont été dits. Alors, et en fait, bon, en dehors de ça, elle est partie dans le tunnel, elle a fait une expérience complète magnifique. Et c'est une femme qui est solaire, qui est rayonnante, qui est pleine d'un charisme qu'elle avait déjà un peu avant, mais qui a développé encore plus tous ses dons paranormaux. Et donc, j'ai pu l'interviewer pendant 2 heures, enregistrer, trier vraiment ce qui concernait que le livre, mais vraiment une très jolie femme. Après, quand on cherche, on rencontre des gens qui sont très proches et qui ont vécu, si on leur demande, une petite sortie du corps, comme ça. Alors, ton point de vue à ce sujet-là, il semblerait que les EMI ou Near Death Experience en américain... Non, je les appelle autrement. Moi. Alors, vas-y, dis-moi, comment tu les appelles. Dès qu'on parle de mort, je trouve que c'est pas très logique. Non, c'est la vie après la vie, plutôt que la vie après la mort, déjà. C'est la conscience hors du corps, en fait. La conscience hors du corps. Parce que ça peut se produire, justement, pendant l'orgasme amoureux, ça peut se produire... Ah, d'accord, pas forcément. C'est ça qu'ils font, en fait, dans mon avant-dernier livre. Alors, moi... évidemment, je suis la seule à les appeler comme ça. Je les appelle des ECLEM, E-C-L-E-M, expérience de conscience libérée et mémorisée. Parce que la conscience se libère du corps, je pense, dans de nombreuses occasions. Mais l'important, c'est de pouvoir mémoriser l'expérience. Donc, ce sont des expériences de conscience. De revenir avec l'information, en tout cas. Voilà, de ramener l'information. On revient dans le corps, mais on ne ramène pas souvent l'information. Alors, quel genre d'information on pourrait avoir si on faisait ça, on va dire, en conscience? Qu'est-ce qu'on peut avoir? On a la structure des mondes invisibles dans lesquels on va y aller après la mort. Il y a surtout beaucoup parle d'une connaissance absolue, c'est-à-dire qu'il suffit de se poser une question pour avoir la réponse de suite. Pour se connecter à la mémoire akashique et puis avoir... Il y a le fait de sentir qu'on est en unité avec tout l'univers, qu'on est en unité avec le sapin, avec la salade, avec le lapin, avec le voisin. On est tout le temps en unité. C'est ce qui est symbolisé dans cette couche de flocons de lumière. On est tous connectés les uns aux autres et dans tout l'univers ou dans les multivers, puisque il semblerait qu'il n'y ait pas qu'un seul univers. Et donc, ça serait des façons convaincantes déjà de ne plus avoir peur de la mort et d'agir avec ces comportements constructifs, évolutifs. Et alors tu parlais aussi de réincarnation et au fur et à mesure de l'écriture de mes livres, j'ai une vision quand même assez différente de la réincarnation. À savoir que c'est pas tout à fait nous-mêmes exactement qui nous réincarnons. C'est-à-dire que, comme je te disais tout à l'heure, on a une personnalité qui est faite de ces corps physiques, émotionnels et mentaux. Et c'est un peu comme si on peut considérer notre conscience comme une pâte à modeler de lumière. Et elle se mélange, elle se triture. Et puis, à un moment, il y a une partie d'elle qui va s'exprimer matériellement. C'est-à-dire que cette lumière va descendre en vibration. Et des vibrations moins rapide, ça va constituer le corps mental, et puis après, ça va être habillé par des vibrations encore moins rapides qui vont faire le corps émotionnel, et puis par des vibrations vraiment très lentes qui vont faire le corps physique. Ça, c'est une espèce de création de la conscience, avec une partie d'elle-même. Une partie d'elle-même, une petite partie d'elle-même. Et cette personnalité va avoir une ou des missions. Elle s'en rappelle ou elle s'en rappelle pas, elle va les faire ou elle va pas les faire. Souvent, volontairement, elle se charge de tout un programme un peu lourd, elle ne va pas tout faire, peu importe. Et donc, elle fait des expériences, elle acquiert un tas de vécus dans les actions, dans l'émotionnel, dans l'intellect, dans la culture. Et puis, quand elle va mourir, le corps physique va se désintégrer. Plus tard, le corps émotionnel va se désintégrer et le corps mental aussi, mais à chaque fois, tout va être, toute la quintessence de toutes ces expériences va être récoltée, mémorisée dans la conscience. Par le flocon de lumière, par la conscience. Et ça va tout se remélanger. Et ultérieurement, quand elle va ramener une autre incarnation, ça va être influencé par ses connaissances, par cette bibliothèque-là, mais ça va être un peu comme un petit frère ou une petite sœur. C'est pas tout à fait la même personnalité, c'est-à-dire que tout ce qu'on a pu apprendre mentalement, c'est perdu, quoi. Il faut recommencer un petit peu à zéro, mais sauf qu'on est quand même relié en permanence à cette conscience. Et que quelque part, en méditation, pendant le sommeil, ou même inconsciemment comme ça, on est quand même baigné par toutes les expériences précédentes.
Oui, c'est un peu comme le vélo. On a beau... on sait toujours en refaire, même si pendant 20 ans on n'a plus touché un vélo. On ne garde pas l'anglais ou les maths ou la musique qu'on a appris, ou la peinture, mais par contre... Mais il y a une fragrance de dire, je sais comment ça fonctionne. Voilà, on est imprégné par un état vibratoire qui a été influencé par toutes les cultures précédentes. Donc c'est intéressant d'avoir cette espèce de schéma dont tu donnes de pâte à modeler, en fait, de flocons, dans une seule partie, on va dire, une petite quenille qui elle, se serait incarnée dans la matière. Donc si vous voudrez dire qu'en permanence, on est connecté au tout, par le reste du flocon de la pâte à modeler, qui, lorsqu'on est inspiré, donc c'est une partie de ta pâte à modeler à toi qui t'a donné, en fait, par la guidance, on va dire, par canal, l'écriture de tous ces livres. On peut alors là, je pense aussi que... Enfin, ce que j'ai ressenti, c'est qu'il y avait d'autres consciences, d'autres flocons qui m'inspiraient, qui me dictaient. Qui te parlaient aussi. C'est pas spécialement ma conscience personnelle. Là, j'ai vraiment eu l'impression que c'était dicté par des consciences qui étaient spécialisées dans les thérapies ou dans tous ces mondes-là, tout ce que je décris. C'est pas forcément la mienne qui avait cette connaissance, parce qu'au contraire, j'ai eu l'impression d'apprendre. Là, on est un peu dans des ouvrages qui rejoignent les témoignages de l'au-delà, un peu comme... Chico Xavier, on pourrait dire, comme Nos Solars, tu racontes un peu comment cela se passe, de l'autre côté du miroir, on va dire. Oui. On n'est pas, sans être pour autant dans Alice au Pays des Merveilles, on est dans une autre réalité plus subtile que tu décryptes. Alice au Pays des Merveilles, c'est inspiré aussi. Aussi, bien sûr, bien sûr. Andersen, évidemment. Alors, une question sur le chat. Et les frères Grimm, c'est des contes vraiment... Ah, tu penses que c'est aussi... oui. Je sais... Tous les symboles des contes de Grimm ont une valeur spirituelle. Alors, par exemple, je peux dire, comme je le dis dans mon livre là, le dernier livre que j'ai écrit, mais j'ai oublié de dire quand même, c'est important, Les Flocons de Lumière. Je t'en prie. Il est inspiré pour ramener la symbolique analogique du Petit Prince de Saint-Exupéry. Alors, simplement, la symbolique, c'est pas le style de Saint-Exupéry, mais... j'explique ce que c'est. Alors là, c'est la petite princesse, on nomme ça. La petite princesse, j'explique l'écharpe, j'explique le renard, l'isolement. Voilà, c'est l'histoire de cette vieille dame qui quitte son domicile pour faire une retraite obligée et qui est quasiment mourante en arrivant dans sa retraite. Et la petite princesse lui apparaît. Et va l'initier, va lui expliquer des tas de choses, et elle va revenir avec un don de guérisseur et puis d'initiatrice aussi pour un autre jeune homme. Voilà. Voilà. Alors, une question sur le chat de Karine qui dit « Bonjour Floriane et merci pour l'inspiration que vous représentez. Pourriez-vous dire le nom de cette thérapeute de Lyon dont vous parliez tout à l'heure, s'il vous plaît ?» Oui. Elle est sur les sites aussi, elle s'appelle Valérie J'espère, J''ESPERE, c'est-à-dire qu'elle a pris ce nom-là. Un nom de scène, on va dire. Voilà. Un nom de scène. Valérie J'espère, à googler sur le web. Oui, alors je ne sais pas si elle prend encore des clients, mais peut-être. Première question, alors quelqu'un qui dit aussi, Sylvie, merci. J'ai vu virevolter des flocons de lumière dans la nature. Je les ai appelés les pulsations. C'est sa vision, en tout cas. Très bien. Il y a à l'édition. Ok, voilà. Voilà en ce qui concerne les questions pour le moment sur le chat. N'hésitez pas à visiter florianekrebs.fr pour découvrir justement les flocons, on va dire. Flocons de lumière. Les flocons de lumière, qui est le dernier livre à apparaître dans les prochains jours. C'est vraiment imminent. Peut-être on peut déjà le commander chez Bookilis, mais là on a le pouvoir payer. Mais sinon, d'ici 2-3 semaines maximum, il sera en version commercialisée, puis en version numérique aussi. Voilà, c'est exclusif, c'est sur des studios. Venez découvrir cette nouvelle parution de Florian Krebs. Donc ça synchronise. Lorsqu'on a pris rendez-vous, c'était pas forcément calculé, on savait pas, moi c'était pour parler de tes livres. Et il se trouve que tu sors un nouveau livre. Donc merci de le faire découvrir ici. Merci à toi de m'avoir reçu et de diffuser toutes ces informations. C'est important. Et justement, Valérie, j'espère, quand j'étais allée la voir, m'a dit, faut que tu écrives, même si tu le mets de côté pendant quelques temps, c'est pas grave, mais tu vas être étonné parce que ton lectorat, ça va être des jeunes, et ton lectorat, ça va passer la diffusion par les réseaux sociaux. Jusqu'à maintenant, je n'avais pas trouvé
de solutions de ce côté-là. Donc là, ça m'intéresse vraiment. Tant mieux, tant mieux. On se reverra certainement pour d'autres émissions et pour parler peut-être certainement plus précisément d'un livre ou faire un focus sur une lecture en particulier. Pourquoi pas découvrir quelques extraits de passages choisis par Floriane une prochaine fois. Qui sait, on verra. Tu es prête à revenir ? Tout à fait. Ah ben voilà, vous le savez. Donc n'hésitez pas à mettre cela sur le chat, à mettre vos souhaits pour la découverte de ces romans initiatiques qui ont une partie, enfin pas qu'une partie, tout est inspiré, mais qui peut aussi vous transmettre un message à travers tout ce qui est écrit dans cette série, la série Sérénitude en 5 volumes, et puis les flocons lumineux. Les flocons de lumière. Les flocons de lumière, oui. Je dis ça par rapport au réseau lumineux. Ouais, tu vois, une belle année lumineuse à vous tous. Pour 2019. Merci à vous tous et passez une excellente journée. Au revoir. Au revoir.